Toute la sculpture de Max Ernst était finalement conçue pour un certain lieu. D'abord pour ses propres appartements, pour ses propres maisons. Il y avait quelque chose de ludique. Il avait toutes ces sculptures autour de lui et il pouvait les déplacer, il pouvait jouer avec les sculptures. Et ça, c'est très important parce que ça donne en même temps la raison pourquoi Max Ernst a fait la sculpture. Il voulait finalement créer un jeu d'échecs, une mobilité avec les œuvres sculptées qu'il pouvait déplacer et chercher des configurations toujours nouvelles. La fontaine d'Amboise n'est pas hors contexte, c'est une chose qui s'intègre entièrement dans la démarche de Max Ernst. Julian Levy, le marchand légendaire, a dit « ce sont les plus grandes sculptures de la modernité ». La fontaine, elle est sur un schéma assez classique. Donc on a une construction en pierre avec des socles et puis des figures en bronze qui crachent de l'eau. Ça ressemble à des compositions hyper classiques 17, 18, 19e. Simplement, les figures reprennent le registre de forme de Max Ernst, c'est-à-dire qu'il réutilise des figures qu'il a déjà utilisées dans d'autres compositions. Donc on avait tout un ensemble de bronze qui date donc d'environ 1968. Et puis petit à petit, l'idée a germé de faire une opération de restauration. Moi je suis plutôt spécialiste des bronzes, donc je me suis surtout occupé de cette partie-là. Et la restauration des bronzes, en général, ça consiste à les déposer, voir les problèmes de structure qui peuvent se poser, la boulonnerie rouillée, la plomberie en l'occurrence, et puis aussi s'occuper du traitement de surface. Depuis quelques années, on fait des choses un peu plus soft que d'habitude. Il y a 20 ou 30 ans, on repatinait systématiquement les bronzes jusqu'au métal nu en se disant on retourne à l'état neuf, enfin à un hypothétique état original. Depuis quelques dizaines d'années, on a réfléchi qu'en fait c'est comme pour les tableaux, on ne va pas rechercher un état neuf, on cherche un état plus homogène, durable, stable, mais on ne va pas forcément enlever les traces du vieillissement. Donc là, les bronzes ont été déposés, on a fait des traitements forts là où ils avaient besoin d'être forts, plus doux là où ils pouvaient être plus doux, c'est-à-dire qu'on a gardé les zones vertes là où elles étaient homogènes et en bon état. Et puis on a fait des retouches locales pour réintégrer le reste, donner un aspect homogène ancien au monument. Donc il y a une part d'interprétation, il y a une espèce de réglage. L'idée c'est de garder l'aspect ancien et puis de le rendre plus acceptable à l'œil et puis surtout plus durable d'un point de vue technique. Bon alors c'est le grand génie qui nous a servi un peu d'étalon pour régler la couleur de l'ensemble des bronzes. Il était tout en hauteur donc assez bien protégé. Il était rincé assez bien par la pluie, donc ça allait assez bien. Et surtout, il crachait pas d'eau, donc il n'y a pas de coulure de calcaire sur le torse comme les autres figures. Du coup, on l'a homogénéisé un petit peu chimiquement, surtout sur le ventre, là où il avait des rayures noires et vertes assez dures. Et puis on a ciré par-dessus pour le protéger. Du coup, on est parti de cette couleur-là pour patiner à la fois les bronzes anciens altérés et le bronze neuf qui a été fait avec les deux petites grenouilles. Là, ce qui est intéressant à voir, c'est les effets de matière qui sont très différents de ce qu'on peut observer sur les autres. La fonderie est repartie du modèle original en plâtre. Souvent, les plâtres ont disparu quand c'est des œuvres plus anciennes, du coup on n'a pas de modèle, du coup on repompe éventuellement sur un tirage ultérieur, on perd de la qualité au fur et à mesure. Enfin, du moins, on dérive petit à petit du modèle original. Là, on est reparti du plâtre original, donc on a vraiment le modèle original dans son jus, un second tirage du modèle original. Donc, pour la tortue, on a intervenu assez fort partout parce qu'il y avait du calcaire, mais par contre, là, si on regarde le dos, on a conservé complètement toutes ces couches-là, avec une belle patine due au contact du public. Donc en fait, il y a des moments où la participation du public est super, ça aboutit à avoir une qualité de patine qu'on peut tout à fait garder, à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue esthétique. Donc là, on a gardé toute cette zone-là, et puis on a repatiné tout ça qui était complètement recouvert d'une croûte de calcaire. Quand on voit une pièce comme celle-là tourner, on se dit qu'il y a un côté mobile aussi. Peut-être la réponse à la question tout à l'heure sur le jeu d'échecs, c'est ça en fait, c'est que les pièces, elles ont un espèce de mouvement naturel, accentué peut-être avec les jets d'eau. Donc en fait, l'ensemble de la fontaine, c'est un peu comme un plateau tournant avec des figures. On sent qu'il y a un espèce de mouvement induit
Et c'est mieux le mouvement lui, c'est plus chic. Pour une fontaine, en général, la première chose qui tombe en panne, c'est le circuit d'eau. Et en fait, l'eau, ce qu'il faut imaginer, c'est que ça fait complètement partie de la composition. Sur chaque pièce de la fontaine, il a fallu revisiter les systèmes d'alimentation en eau. Donc, quelquefois en réutilisant les tuyaux existants, quelquefois en modifiant complètement de manière à ce que ce soit plus facile à entretenir par le futur. Donc les jets qui sortent de la figure, c'est comme si c'était un morceau de la sculpture en elle-même. Donc s'il manque ça, déjà la fontaine, elle perd une partie de sa vie. Et puis il y a aussi une question de couleur, d'aspect tout simplement. Donc certaines parties avaient été endommagées, vandalisées, volées. Du coup, là on avait un ensemble inerte à cause de la perte de l'eau, et puis plus fonctionnel, et aussi complètement caché par la signalisation routière, par la végétation qui avait complètement poussé depuis les années de l'installation. Max Ernst est arrivé en Touraine en 1954. Il venait d'obtenir le Grand Prix de peinture de la Biennale de Venise. Et finalement, ça lui a valu, au-delà du succès bien évidemment important de ce prix qu'il obtient à la Biennale, ça lui a valu d'être exclu une nouvelle fois du groupe des surréalistes par Breton, qui trouvait que finalement accepter un prix de cette teneur, ça l'embourgeoisait en quelque sorte, hein, ça faisait de lui presque un artiste de salon, et il ne supportait pas que dans le groupe des surréalistes, il y ait des artistes qui acceptent ce genre de choses. Donc il est exclu une fois encore du groupe des surréalistes. Cette fois-ci, à mon sens, c'est peut-être la fois de trop, et donc il choisit de quitter Paris. Et il se trouve qu'il était ami avec Calder, qui depuis quelque temps séjournait en Touraine, avait une maison à Saché, à quelques kilomètres de Tours. Et Calder lui a dit, écoute, viens en Touraine, la région est plutôt agréable, calme, tu trouveras sûrement là un endroit paisible pour pouvoir te ressourcer, pour pouvoir travailler. Et c'est le gendre de Calder, Davidson, qui va lui trouver cette très jolie maison à Huim, donc pas très loin de Saché, qui s'appelait la Maison du Pain, P-I-N, et qu'il va surnommer, évidemment avec l'humour qu'on lui connaît, le Pain perdu. Et dans cette maison du Pain perdu, il va vivre là, je crois, des jours extrêmement heureux avec sa dernière épouse, Dorothy Tanning, cette artiste américaine. Et ça va être un lieu de création vraiment très très intense, puisqu'on a pu répertorier aujourd'hui à peu près 1000 œuvres qui ont été réalisées à Huim. Alors bien sûr, 1000 œuvres, dans ces œuvres, il y a des grands tableaux, il y a des grandes sculptures, mais il y a des œuvres, on va dire, plus modestes, c'est-à-dire notamment des estampes. Il va réaliser un très très grand nombre de dessins et d'estampes pendant ce long séjour en Touraine. La sculpture, bien sûr, la plus importante, c'est celle la plus symbolique aussi, puis la plus importante en termes de taille, de volume, c'est bien évidemment la fontaine d'Amboise. De toute évidence même, c'est sans doute sa sculpture la plus importante de son œuvre sculptée. Voilà, en dimension. Alors, la genèse de cette fontaine, en fait, à Huim, la première personne qu'il va rencontrer à Huim, avant même d'acheter vraiment sa maison, c'est le maire de Huim, M. Chauvelin. Et M. Chauvelin avait une entreprise de maçonnerie. Il travaillait essentiellement pour la restauration des monuments historiques. Et il se trouve que M. Chauvelin avait fait l'école des Beaux-Arts, et donc il avait une certaine affinité, bien sûr, sensibilité à l'art, et tous les deux sont devenus tout de suite très proches. Max Ernst aimait bien aller à l'atelier, voir les sculpteurs travailler la pierre. Et on sentait qu'il avait cette sensibilité justement aux matériaux. Il caressait les pierres comme ça. Chauvelin travaillait beaucoup avec le tuffeau, qui est une pierre très douce, très tendre, et qui est très très agréable au toucher. Et donc, petit à petit, il y a un travail au-delà de la relation, je dirais, amicale que les deux hommes entretenaient. Il y a une complicité artistique et ça a donné terriblement envie à Max Ernst de travailler la pierre. Des ateliers Chauvelin sont sortis vraiment des œuvres très très importantes de cette période de Max Ernst. Lui est venue l'envie de faire cette grande fontaine. C'est aussi, là encore une fois, une question de relation. Là, en l'occurrence, avec Michel Debré, qui avait obtenu pour Max Ernst la nationalité française, à laquelle il tenait particulièrement. Et donc, Michel Debré était à l'époque maire d'Amboise, hein, le ministre était maire d'Amboise, il a demandé à Max Ernst s'il accepterait de faire une œuvre pour la ville d'Amboise. C'est Max Ernst qui a choisi donc, cet emplacement au bord de Loire, un emplacement choisi avec précision. Max Ernst se vouait vraiment une admiration sans limite pour
Léonard de Vinci. Et Léonard de Vinci, comme vous le savez bien sûr, a vécu ces dernières années à Amboise. Il est mort à Amboise, au Clos Lucé, et son cœur est enterré dans la chapelle Saint-Hubert du château d'Amboise. Ce grand assistant, cette espèce d'animal, les gens d'Amboise disaient c'est un chat, etc. On ne sait pas trop en fait, c'est une sorte d'animal hybride. Cet animal avec les bras écartés reprend une formule célébrissime de Léonard de Vinci, qui est celui de la proportion humaine exacte, où il représente ce corps de l'homme, les bras écartés, et le corps qui rentre parfaitement bien dans un cercle. La Loire que Max Ernst a souvent célébré, notamment avec ce tableau, bien sûr, avec le Jardin de la France, où on voit ce corps de femme qui est alangui sur cette île de la Loire, et autour, les deux fleuves, la Loire et la rivière du Cher, pardon, le fleuve et la rivière, le Cher, qui enveloppent en quelque sorte ce corps magnifique de femme. Et l'amour joue un grand rôle pour la sculpture de Max Ernst. Vous savez peut-être, il a dit « J'aime bien faire la sculpture, c'est comme faire l'amour parce qu'on a besoin de ces deux bras. » La fontaine d'Amboise est finalement la somme de tout ce que Max Ernst a imaginé. Il a l'idée de relier le bronze et cette pierre dure. C'est finalement un peu de relier le blanc et le noir. Comment décrire la sculpture? Elle fait partie un peu de la cosmogonie de Max Ernst. C'est quoi? C'est l'air, la terre et l'eau qui jouent ensemble. C'est la création du monde. Et il y a des éléments fixes, il y a des éléments mobiles, par exemple le 8 tortues qui crachent l'eau. C'est formidable si vous regardez ça. C'est comme les rayons, ils forment, les crachats forment les rayons d'une roue. Il y a deux rythmes, il y a un rythme lent, stable, définitif. Il y a un rythme qui est un rythme vraiment fugace, qui souligne avec une certaine tristesse ou douleur cette éternité autour de laquelle l'eau doit se contenter. On peut voir dans ce petit diable là-haut, c'est presque un crucifié qui tend les bras. Il y a toujours des petites allusions dans l'œuvre de Max Ernst qui ne nous permettent pas de nous tenir à la réalité que nous voyons. Et les surréalistes aimaient tous jouer. Les uns jouaient avec des pions et les autres qui ne jouaient pas, ils jouaient avec des cartes. Je crois que c'est la différence aussi entre Breton et Duchamp et Max Ernst. Max Ernst était un joueur comme Duchamp qui joue avec l'espace en même temps, déplacer les éléments sur un échiquier. Max Ernst joue toujours avec des petits déplacements. Il dit, il est comme un tremblement de terre fort doux qui déplace légèrement le meuble. C'est ça que je trouve une formule merveilleuse. Max Ernst déplace légèrement la réalité à laquelle nous sommes habitués. Et ce déplacement de la réalité crée en nous une possibilité de voir le monde avec des yeux tout à fait nouveaux et différents.